Je vais laisser la parole à Cécile Péguin. Je vais lui proposer, je crois, est-ce que tu nous entends, Cécile? Je travaille donc à l'ASI, une grande association basée près de Toulouse qui gère des établissements et services médico-sociaux qui accompagnent des parcours d'enfants, d'adolescents, d'adultes en situation de handicap, essentiellement en Occitanie. J'ai travaillé auprès de jeunes dysphasiques en pré-professionnel et c'est dans ce cadre que j'avais rencontré Daniel Girard pour une formation sur des sites. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de faire un partage d'écran pour vous montrer juste le site Plateforme 10, où laquelle je travaille depuis plusieurs années maintenant en intervention d'appui pour la formation et l'insertion de personnes en formation et en emploi, des personnes, des adultes qui présentent des troubles cognitifs et dont les troubles du langage et des apprentissages, donc les troubles 10. Ce sont des interventions qui sont financées par les fonds handicap. Donc, ce sont des interventions que je fais auprès d'adultes 10 qui sont en formation ou en emploi, soit pour faire des évaluations et des compensations, trouver des compensations pour eux, ou des sensibilisations et de la formation auprès des acteurs de la formation, justement des centres d'apprentissage ou des centres pour adultes. Et c'est dans ce cadre que j'avais rencontré Laetitia Branciard. Cette soirée est donc consacrée à la problématique de l'accessibilité à la culture et au savoir et pour les personnes 10. Et ma participation donc est intitulée l'accès à l'écrit pour les 10. Alors les 10, on est bien d'accord, ce sont les personnes qui présentent un trouble d'apprentissage de l'écrit notamment, un trouble soit spécifique, soit consécutif d'un trouble du langage. Et je vais vous évoquer un peu comment je vois les choses avec cette expérience auprès d'adultes et d'adolescents et d'adultes. Voilà, qui présentent ces troubles. Comment une personne qui est dyslexique apprend à lire et comment une personne dyslexique lit. Eh bien, quand il est enfant, comme tous les enfants, à partir de 5-6 ans, il va développer d'énormes efforts pour comprendre et retenir les clés du mystère de la lecture. Ces liens bizarres et arbitraires quand même, qui entre les sons de la parole et les graphies, les formes multiples des lettres et des mots, c'est un apprentissage ardu qui vient modifier notre cerveau. Bon, les enfants apprennent avec plus ou moins de facilité et de bonheur, une majorité s'en sort. Mais ça dépend des particularités neurologiques de chacun et aussi de la façon dont on est accompagné dans cet apprentissage par la famille, par l'école, par l'entourage. Pour la plupart, ces tâches basiques indispensables du décodage, la reconnaissance des graphies, l'identification des mots, ça devient automatique, rapide après 1 ou 2 ans d'effort. Et certains enfants apprennent tellement vite qu'ils ne se souviennent même pas de la difficulté de départ. Ils ont fourni moins d'efforts, la lecture devient naturelle et ils sont frais et dispos pour enchaîner la suite des apprentissages. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour tous les apprentissages qu'on a fait rapidement et précocement. On ne se rappelle pas des efforts qu'on a faits et ça nous semble naturel. La marche, bien sûr, la parole, la façon de se tenir, les règles sociales de base, on ne se rappelle pas trop. Quand on les a appris, on a l'impression que c'est naturel. Par contre, on se souvient bien quand on a fait des apprentissages plus tardifs, une deuxième langue ou un instrument de musique ou la conduite, on se rappelle de la phase de départ, des efforts, de la concentration, des répétitions nécessaires et puis du fait qu'on a progressé vers de la facilité et de l'automatisation. Pour la lecture, c'est pareil. C'est une période de l'enfance un peu charnière. Ceux qui ont appris vite ne se rappellent pas de ces efforts de départ. C'est souvent ceux-là qui deviennent d'ailleurs des professeurs, des intervenants dans ces domaines. Et d'autres se rappellent bien de ces efforts qu'ils ont faits pour apprendre à lire. Ils ont été plus lents, ça a été plus dur. Et quand ils ne comprenaient pas, parfois, ils se faisaient un peu houspiller, moquer, gronder. Donc, c'est leur particularités neurologiques ont fait que malgré leurs efforts, le décodage et l'identification des mots ne s'automatisent pas. Ils doivent continuer à réfléchir pour être sûr que le B avec le A, ça fait bas,
cette courbe, c'est un U ou un N, et que ce mot, c'est tirer ou trier. Ils doivent réfléchir à chaque fois qu'ils lisent. Et pendant qu'ils continuent à réfléchir à tout ça, les petits copains n'y pensent plus. Et les petits copains peuvent se consacrer à la compréhension des consignes de l'histoire qu'ils sont en train de lire. Ces enfants dyslexiques font beaucoup d'efforts, mais comme ils sont malins et qu'ils veulent réussir comme les autres, ils développent des stratégies. Ils observent, ils apprennent par cœur, ou alors ils disent que finalement, ça ne les intéresse pas trop. Nous qui avons la chance d'être des normaux lecteurs, nous, on ne fait plus d'efforts pour déchiffrer, hein, d'ailleurs. Je vais vous montrer, ça va passer très vite. Regardez ces quelques mots. Hop. Ceux qui sont des très bons lecteurs l'ont lu vite, et à cette vitesse-là, évidemment, on ne déchiffre pas. Quand on a une zone neurologique de la lecture au top, ça va extrêmement vite et on ne se fatigue pas. Quand on est dyslexique, on apprend à lire finalement, hein, bon an, mal an, avec les rééducations, etc. On peut même lire assez bien, et des personnes dyslexiques font des études supérieures. J'ai l'occasion de suivre des personnes en droit, en neuropsychologie, en informatique. Bon, ça coince un peu pour eux, il leur faut déchiffrer des mots difficiles, et les neurones font toujours un travail supplémentaire dans ce cas. Donc, ça ralentit les travaux et ça fatigue. En fait, ces enfants, ces personnes ont besoin de passer beaucoup plus de temps sur les bases mystérieuses de l'écrit, mais les programmes scolaires avancent et ils n'ont pas toujours le temps de vraiment automatiser ces bases. C'est le cas d'ailleurs pour tous les apprentissages, hein. Il nous faut automatiser nos gestes, nos praxis, nos notions de quantité, de calcul, de grammaire, etc. Et selon nos particularités neurologiques, on va automatiser plus ou moins vite. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent à marcher sur un fil. Et pour ça, ils ont appris et ils ont automatisé des procédures complexes, visuelles, motrices, de proprioception, d'équilibre. Et pour d'autres, c'est impossible, hein. Bon, si la majorité de l'humanité se déplaçait sur des fils et qu'on devait se déplacer en marchant sur des fils, eh bien, certains d'entre nous, comme moi, on serait handicapés, on aurait un déséquilibre. Pour la chanson, c'est pareil. Il y a des gens qui chantent vite et des gens qui n'arrivent pas à apprendre à chanter juste. Bon, comme ce n'est pas indispensable, on laisse tomber. S'il fallait absolument chanter juste pour passer le basque, eh bien, on entendrait parler de dysmusique. Alors, avec l'écrit, c'est une autre affaire parce que justement, depuis quelques décennies, les écrits sont absolument indispensables, on en a besoin. Autrefois, on pouvait s'en passer pour construire sa vie et les dyslexiques passaient inaperçus. Mais maintenant, c'est de plus en plus indispensable dans tous les métiers. Et notre société valorise la lecture, le littéraire, la belle orthographe, la théorie, particulièrement en France, où de plus l'orthographe est très complexe et on a ce biais cognitif de la nécessité d'une expression écrite et d'une orthographe parfaite. La culture du sans faute est prédominante, ce qui augmente le degré de difficulté des personnes qui ont du mal à apprendre. Dans d'autres pays, c'est beaucoup moins grave de faire des fautes d'orthographe. Donc, on voit bien qu'être 10, avoir ces difficultés d'accès, ça dépend d'une part de ses particularités personnelles, mais aussi des particularités majoritaires, de la majorité de la population, puisque la société s'est construite en fonction des particularités majoritaires. Et donc, il y a une demande sociale qui en découle. Alors, on va revenir aux personnes dyslexiques qui lisent. Alors, elles finissent le plus souvent par s'en sortir, à force de travail et de rééducation, et ça dépend bien sûr de la sévérité de leurs troubles, de la façon dont elles ont été accompagnées, de la façon dont elles ont pu elles-mêmes se mobiliser pour surmonter ce problème. Ça dépend aussi du stress qu'elles ont vécu pendant l'apprentissage, et donc de l'estime de soi, parce que l'estime de soi, c'est le socle du sentiment de compétence et de la motivation. Et pour pouvoir continuer à fournir de gros efforts, il faut quand même avoir des petites récompenses, des satisfactions et une estime de soi pas trop altérée. Alors l'accès à l'écrit, sujet de ma petite intervention, ne dépend pas non plus que de la capacité à lire et à comprendre du lecteur. Il dépend aussi de ce qu'on lui propose comme écrit.
et de l'accessibilité de cet écrit. Or, je le disais, nous sommes dans une culture qui valorise énormément la belle langue et les belles phrases, les tournures, les métaphores subtiles, le lexique riche. Et du coup, dans les médias écrits, les livres, les journaux, les articles censés informer le plus grand nombre, eh bien, ils sont écrits par des écrivains, des journalistes qui ont à cœur de répondre à cette injonction tacite d'être une belle plume, de bien écrire. Et notre langue, en plus, notre langue s'y prête magnifiquement. Et nous sommes nombreux à apprécier le style, des mots choisis, les registres soutenus. Et on s'offusque des erreurs d'expression et d'orthographe. Bon, mais pour ce qui est de l'accessibilité, du coup, ça laisse de côté un grand nombre de personnes. Sans parler de 7 à 8% de personnes qui sont en situation d'illettrisme, quand même, dont une grande partie, c'est en raison de dyslexie sévère non compensée. Mais en plus, tous ces gens, plus ou moins dyslexiques, plus ou moins bons lecteurs, qui ont des difficultés à lire, comprendre le français, pour des raisons neurodéveloppementales ou des pathologies cognitives ou des handicaps ou du simple fait que le français n'est pas leur langue maternelle, eh bien, toutes ces personnes trouvent finalement peu d'écrits adaptés en grandissant à l'âge adulte. Bon, nous avons remarqué que entre les livres pour enfants maintenant de grande qualité, avec en plus de propositions pour les enfants 10 et les lectures pour ados, il y a un écart adultes, il y a un écart très important dans les registres de langue et les écrits proposés. Voilà, donc un écrit pour enfants, illustration, des mots écrits assez gros, des caractères simples, etc. Assez facile à lire. On passe à l'adolescence avec des textes qui sont écrits encore dans un langage un peu oral, c'est écrit un peu plus gros, mais c'est déjà des gros pavés de lecture qu'il faut surmonter quand on est ado. Et à l'âge adulte, ces fameux écrits très serrés, avec la police Times New Roman est utilisé le plus souvent, qui est quand même très difficile à lire. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas réussi à apprendre suffisamment ça reste donc un effort fatigant, et bien ils sont rapidement exclus de l'accès à ces écrits et à ces livres. Et moi, du coup, je vois beaucoup d'adultes dyslexiques qui sont un peu honteux de ça, qui le cachent en plus, qui disent « je ne lis pas, j'y arrive pas ». Et en creusant, elles lisent quand même des écrits fonctionnels, des messages, des articles, mais pas des livres. Et quand on a l'occasion de proposer à un adulte dyslexique un livre adapté à son style de lecture et qui découvre enfin le plaisir d'entrer dans l'histoire avec une fierté de lire et comprendre, on se rend compte du grand vide qu'il y a et qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Mais la lecture, ce n'est pas les livres, ce n'est pas que les livres et les journaux, bien sûr, il y a aussi tout ce qui se passe sur les écrans et les réseaux sociaux. Bon, ces réseaux sociaux, ils ont quand même amené des gens à lire et des jeunes gens à lire. Je pense aux jeunes sourds avec lesquels je travaillais au début de ma vie professionnelle. Dans les années 80, ils apprenaient donc à lire et à écrire, mais c'était pour l'école, pour le boulot, ça ne les intéressait pas trop finalement. Et puis dans les années 90, il y a eu l'avènement d'Internet, des mails, de MSN, et ils se sont mis à écrire pour compenser leurs problèmes de communication à distance, puisqu'ils ne pouvaient pas téléphoner, donc à écrire pour échanger avec les copains, etc. Et ils se sont vraiment emparés de l'écrit. Et ça a été un moment où ces personnes sourdes ont investi les écrits. On voit un peu la même chose ces dernières années avec les personnes empêchées de lire. Bon, le terme est trop fort pour certains. Les personnes qui ont du mal à lire avec l'avènement des réseaux sociaux et la transmission facile des images et des vidéos. Alors, avec les phrases courtes, les smileys, les photos, les vidéos, une grande tolérance orthographique sur ces réseaux, et bien finalement, ça en fait des médias écrits inclusifs pour le meilleur et pour le pire. Pour ma part, j'ai toujours été très attachée à l'accessibilité des contenus du savoir, de l'information, de la culture et de la politique aussi aux personnes empêchées de lire ou ayant du mal avec le français écrit. Parce que le manque de médias accessibles à ces adultes, de médias inclusifs, est quand même assez criant, je trouve.
Même si certaines personnes se débrouillent bien pour s'informer via la télé, la radio, Internet, ou accèdent à une certaine forme de culture, il n'empêche qu'avoir un écrit sous les yeux, qu'on peut relire, feuilleter, garder, reprendre, ça me paraît important. Alors, bien sûr, on œuvre pour une accessibilité numérique, hein, on va le voir plus tard aussi, pour la lecture sur écran qui permet d'aménager les textes, augmenter les espaces, mettre les couleurs, tout ça c'est indispensable. Encore faut-il que le trouble d'apprentissage qui impacte l'écrit n'impacte pas aussi, ça arrive, la capacité à utiliser les outils numériques. Parce que ça aussi c'est un apprentissage hyper facile pour certains, jeunes, c'est naturel, et impossible pour d'autres. Alors, on parle à présent parfois d'électronisme, on pourrait peut-être parler de dyslectronisme, je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, le problème existe. Il y a beaucoup de travail fait actuellement autour d'outils de plus en plus accessibles, tablettes, logiciels, et ça va être le sujet de la soirée. Ça évolue très vite, le design des sites aussi s'améliore, on le verra, mais c'est comme pour toutes les mesures d'accessibilité, tout le monde va être bien content en fait que les sites soient plus accessibles et plus clairs et plus faciles. Hein. Alors, les livres audio, ils étaient au départ dévolus aux personnes aveugles et malvoyantes. Ils peuvent aussi être bien intéressants pour les personnes dyslexiques. Pour certains, j'ai pu remarquer que c'était vraiment une grande découverte et un apport très positif. Isabelle Lobello va en parler un peu plus tard. Mais pour d'autres, notamment les personnes 10 qui ont un trouble du langage ou une mémoire très faible, eh bien, ça ne leur convient pas. L'audiophile, et c'est épuisant pour les personnes qui ont ce type de trouble. Hein. Et de plus, on reste quand même attaché au papier. L'idéal, c'est de pouvoir proposer une palette de modalités et de solutions en fonction des besoins et des situations. Enfin, pour dire que donc, les supports écrits qui intéressent les adultes et qui soient accessibles à ces personnes qui ont du mal à lire, du fait d'un trouble 10 ou autre, hein, sont finalement quand même assez rares. Bon, depuis quelques années, il y a un grand mouvement dans les bibliothèques, c'est l'objet de la prochaine intervention, et aussi l'exception au droit d'auteur pour les personnes empêchées de lire, dont on va nous parler, Daniel Girard et son association Bouquin. Et il y a aussi le développement du FALC, le facile à lire et à comprendre. C'est une modalité de communication écrite créée en 2009 au niveau européen avec 8 pays et qui respecte un certain nombre de règles pour rendre l'information facile à lire et à comprendre, notamment pour les personnes souffrant de handicap mental. Voilà le logo que l'on peut apposer quand on a bien respecté toutes les règles. Alors, une parenthèse pour dire que ça ne fait pas si longtemps qu'on pense à des compensations pour les 10. Ils ont vraiment subi un retard par rapport aux autres handicaps. Déjà, en France, ce n'est reconnu comme handicap que depuis 15 ans. Du coup, on a en fait récupéré des compensations qui existent chez les autres spécificités qui, eux, avaient avancé, mais qui peuvent être aussi utiles aux personnes avec des troubles de l'écrit. Ça dépend, parce que ce sont des troubles très variables. Rien ne peut être prescrit pour tous. Chacun s'emparera de son outil ou de sa compensation ou pas, en fonction des différents facteurs, le trouble de départ, les aptitudes, les envies, les éducations, tout ça est d'une grande complexité. Et en termes de trouble 10, on ne peut pas donner de règles de compensation uniques. La question de l'accès et des compensations, donc, pour les 10, implique une grande variabilité et richesse de propositions, et on en verra dans la soirée. Donc, on a pu s'inspirer quand même de l'existant pour ces compensations. On a pu prendre les synthèses vocales qu'utilisaient les personnes aveugles et malvoyantes, les prédictions de mots qu'utilisaient les personnes avec handicap moteur, et les pictogrammes et ce fameux FALC qui vient des handicaps mentaux et cognitifs. Donc, c'est assez inspirant comme technique parce qu'il agit sur la communication écrite en insistant sur la forme et sur le contenu. Parce qu'on a aussi beaucoup parlé, et c'est une bonne chose, des polices plus accessibles, des couleurs, etc., des espaces. Hein, on dit Times New Roman, il vaut mieux pas, il vaut mieux avoir Arial, Verdana, etc., ou tel type d'espace, tel type de couleur. Et on a cru parfois qu'il suffisait d'aménager des textes, d'écarter les lettres pour que ça marche pour tous. Et en fait, en termes de dyslexie, il faut dire qu'on ne manque pas de solutions miracles qui sont censées supprimer le problème. Hein. Mais comme j'ai dit plus tôt, il y a des solutions qui marchent bien pour certains et pas pour tous. Donc, la police, X ou Y, très bien.
Chacun doit trouver celle qui lui convient et pour certains, ça n'a aucune importance. Beaucoup de personnes disent ont besoin quand même plutôt d'écrits plus concis, plus nets, de phrases plus courtes et que le texte aille droit au but pour éviter les efforts inutiles et la fatigue de la lecture, et avec un aménagement simple pour leur permettre d'aller directement et plus facilement à la compréhension. Donc, ce FALC, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'il y a de nouveau un grand écart entre un contenu ordinaire et un contenu FALC. Bon, par exemple, c'est un petit exemple de ce qui peut être présenté pour faire son CV. Voilà, on met souvent beaucoup de pictogrammes. Ça convient à certains, mais pas à tous. Et parfois, le fait d'écrire quand même très gros avec des pictogrammes, ça peut être vécu comme infantilisant. Et la grande simplification n'est pas nécessaire pour tous. Voilà. Alors, on a vu que pour favoriser l'accès à l'écrit pour ces personnes dyslexiques, il y a d'une part tout ce qu'on va mettre en place et leur demander comme travail, effort, concentration, éducation avec les parents, les enseignants, la personne pour qu'elle surmonte et compense son trouble. Mais aussi, c'est très important, il y a ce qu'on propose comme média écrit et ça relève de l'accessibilité. On ne doit pas être exclu de l'information, de l'accès à la culture et au savoir du fait d'un trouble qui nous empêche de lire aussi facilement que la majorité des gens. Voilà pourquoi nous sommes plusieurs à nous intéresser à ce sujet et nous vous en parlons ce soir. Bon, il y a quelques années, il n'y avait vraiment pas grand-chose à lire pour les adultes avec des difficultés qui ne soient pas infantilisants dans la forme et le contenu. Alors, est-ce qu'on peut me dire combien de temps il me reste? Dis-moi. Oh, tu m'entends, tu dis. Je vais montrer le blog que j'administre depuis quelques années. Là, évidemment, ça ne va pas marcher parce que là, hop, hop, voilà, je suis presque. Non, là, voilà. Je pense qu'on voit mon écran, j'espère. Voilà. Voilà ce blog qui s'appelle Accès sans faux, que j'ai commencé, merci, en 2016 pour proposer des articles sur l'actualité, des informations assez faciles à lire. Donc, je vois, par exemple, en 2016, je vais vous montrer des petits exemples avec un sommaire sur les articles de l'époque. Voilà. Ça, c'était en 2017. Bref, c'était un blog que j'ai fait avec WordPress, qui n'est pas trop difficile. Je me suis débrouillée. Bon, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est mon petit hobby. C'est du bénévolat, c'est du grand amateurisme. Mais voilà, je suis très fière et contente de vous montrer en espérant que, voilà, que ça pourra intéresser plus de gens. Mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui suivent ce blog. Voilà, un article sur la Journée internationale des femmes, au hasard, avec, bon, vous voyez, des phrases courtes, du vocabulaire simple qui permet aux gens de lire facilement un ensemble d'informations. Et puis, en 2018, je suis passée sur un blog personnel mis en place par Funga, donc sans pub. Voilà, les derniers articles qui ont été faits sur ce blog. Donc, il y en a eu un sur les troubles 10. C'est important aussi d'expliquer ces troubles de façon très simple à ceux qui les sont concernés, les adultes. Voilà, un article sur le déconfinement. En ce moment, il a été pas mal visité ces temps-ci avec tout ce qui est voilà, la demande croissante d'informations pour des gens même qui n'ont pas à lire. J'ai eu quelques témoignages sur ces blogs qui m'ont bien plu. De temps en temps, on m'envoie un petit message, c'est sympa. Il y a notamment une personne qui travaille dans les prisons, voilà, qui s'en sert, qui m'a bien remercié en me disant que c'était hyper motivant pour les jeunes. C'est vrai que dans les prisons, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces troubles. Voilà, une autre personne qui m'a dit que sa sœur avait eu un AVC et avait repris goût à la lecture grâce à Cro-Blanc. Voilà, c'est aussi un roman
que j'ai adapté en facile à lire et à comprendre et qui a un peu de succès auprès d'adultes aussi, et auprès de jeunes, parce que bon, c'est Jack London qui a des romans passionnants, mais une écriture très littéraire, difficile à lire, et que voilà, on peut transformer entièrement en facile à lire. Alors c'est vrai que ça prend du temps, donc j'en ai fait qu'un. Voilà, alors je vais essayer de sortir du partage d'écran pour vous montrer ce que je peux vous montrer. Voilà, donc le Cro-Blanc. Alors, parce que j'ai fait aussi de l'édition papier, c'est d'auto-édition. Voilà, donc le petit livre qui a été commandé quand même quelques fois. Et puis aussi, Access Info, c'est devenu une revue saisonnière qui paraît tous les 3 mois. Voilà, avec les articles du blog qui sont écrits en plus facile, voilà, à lire et à comprendre. Et puis un petit mot croisé, bon bref, tous les 3 mois. C'est sur abonnement. Alors hélas, même si je ne gagne absolument rien, je suis quand même obligée de les vendre à 40 € l'abonnement de 4 numéros, c'est pas rien. Donc voilà, peut-être qu'un jour, bon, les gens qui auront un peu plus professionnellement la possibilité de faire ça plus largement pourront faire que ça coûtera moins cher. Voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je voulais aussi vous montrer un travail qu'on a fait avec Laetitia Branciard et la FF10, et l'AZI, et les éditions Arqueris de Toulouse, où on a fait un appel à texte sur le thème dyslexie aujourd'hui et demain, où on voulait que des nouvelles de science-fiction soient écrites avec un héros dyslexique. On a reçu beaucoup de textes, on a choisi quelques nouvelles, dont certaines ont été écrites par des personnes dyslexiques qu'on a corrigées. Voilà, et parce qu'il y a aussi des personnes dyslexiques qui adorent écrire, et j'en ai rencontré. Et j'avais fait aussi un petit blog sur WordPress, je vais vous le montrer, mais bon, qui s'appelle Discribe, mais je voudrais développer ça aussi quand j'aurai plus de temps, parce que voilà, des personnes dyslexiques qui ont une capacité, une créativité de faire des belles phrases de l'imagination peuvent vraiment rentrer dans la culture littéraire, mais ont tellement peur de montrer leurs écrits et leurs fautes qu'ils ne le font pas. Et voilà, je termine là-dessus. Donc, les personnes dyslexiques les écrivent. C'est très bien et merci pour cette belle soirée. Au revoir. Merci beaucoup, Cécile. Merci vraiment pour ton intervention qui pose bien les choses pour démarrer cette nuit des 10. Tu as su à la fois parler de la difficulté dans l'entrée dans l'écrit et puis dans la stabilisation de la lecture, même chez l'adulte, en donnant des exemples concrets. Et en plus, tu nous as présenté le travail que tu fais sur l'accessibilité. Je rappelle que sur la page du site La Nuit des 10, on va retrouver toutes ces informations. Tu pourras rajouter aussi l'anthologie sur la dyslexie parce que ça peut être une aide. Moi, j'ai vu beaucoup de familles qui ont témoigné, qui m'ont dit que ça leur a donné de la force parce qu'il y a à la fois des témoignages de famille et puis il y a des histoires intéressantes aussi qui peuvent aider des enfants à grandir et des gens à assumer leurs troubles 10. Merci beaucoup, Cécile.